Bonjour, nous allons continuer notre série d'épisodes destinés à l'analyse du contexte préélectoral en Côte d'Ivoire. Je le disais tantôt dans les épisodes précédents, nous sommes en 2025 et 2025 est une année particulière, est une année spéciale pour la Côte d'Ivoire, pour la simple raison qu'au cours de cette année, nous allons avoir la possibilité de pouvoir évaluer un tant soit peu la stabilité politique de ce pays, mais également la maturité politique des institutions et des acteurs politiques dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Les questions de stabilité politique et de maturité politique sont pertinentes en Côte d'Ivoire, tout simplement à cause du passé que ce pays a malheureusement vécu et connu. Je fais référence à la dernière décennie, donc celle qui a débuté de 2002 et qui s'étendait jusqu'à 2011. Au cours de cette décennie, le pays a connu beaucoup de crises. Le pays a connu beaucoup de défis, a fait face, à beaucoup de défis, notamment une crise politique, une crise militaire et parfois même une crise économique. Cependant, depuis 2011, ou on va dire à partir de 2012, un an après ou 2 ans après l'élection de 2010 qui a apporté également son lot de difficultés, le pays s'est repositionné dans un contexte de croissance. Et cela lui a même valu des performances qui ont été plébiscitées par une grande partie de la communauté internationale. Et je pense qu'au moment où je fais cet épisode, on se souvient encore de la croissance économique qui était estimée entre 7, 8 et parfois même jusqu'à 9%. Point intéressant et point très intéressant, c'est que la Côte d'Ivoire a fait partie des rares pays qui, même pendant la période de Covid, donc la période de la pandémie, au cours de la période de pandémie de Covid-19, la Côte d'Ivoire fait partie des rares pays, des rares économies qui ont été en mesure d'avoir une croissance du PIB positive. Là où la plupart des pays africains, donc la plupart des économies émergentes et en voie de développement, ont enregistré des performances négatives, parfois avec des croissances du PIB estimées à moins 1%, moins 2%, voire même jusqu'à moins 4% dans certains cas. La Côte d'Ivoire ainsi que d'autres pays on fait partie vraiment des rares économies qui ont été résilientes et qui sont demeurées résilientes au cours de cette période. Alors, quand on regarde à tout ça, quand on entend tout ça, on est vraiment tenté de dire que la Côte d'Ivoire est vraiment dans une phase d'ascension. La Côte d'Ivoire est vraiment dans un contexte d'ascension, dans un contexte de progrès que tout le monde lui souhaite naturellement. Mais ce progrès, il faudrait le dire, c'est un progrès qui doit être pérenne. C'est un progrès qui doit être durable. Et pour que ce progrès puisse s'inscrire dans un contexte de durabilité, naturellement, il a besoin d'être testé. Il a besoin d'être testé au niveau exogène, mais également au niveau endogène. Et je pense que, pour ma part, c'est vraiment mon analyse, cette élection de 2025 vient maintenant pour tester les acquis de ce pays, pour tester également toutes les concessions, pour tester également toutes les victoires, pour tester tous les succès que ce pays a enregistrés vraiment au cours également de la deuxième décennie des années 2000. Donc, je parle ici vraiment de la période de 2012 jusqu'à 2025 aujourd'hui. Et donc, ce test, naturellement, il sera possible avec l'élection présidentielle à venir. Et au cours de cet épisode, nous allons sans plus tarder nous plonger dans une analyse de la phase de dépôt des candidatures. Cette phase qui s'est tenue du 26 juillet 2025 au 26 août 2025. Et je pense que nous allons avoir beaucoup d'éléments à discuter et nous allons également avoir beaucoup de choses et beaucoup de perspectives à partager. Bienvenue sur votre podcast préféré, Smart, Intellectual, Knowledgeable African Talks. Je suis Sika et je suis le présentateur principal et également le fondateur de ce podcast. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un podcast qui est créé et qui est dédié à l'analyse des questions de développement et des sujets d'actualité en rapport avec le continent africain.
Et donc, si ce sont des choses qui vous intéressent, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner tout simplement en cliquant sur la cloche et sur le bouton de souscription et vous deviendrez naturellement membre de notre communauté de jeunes intellectuels passionnés des questions de développement et des sujets d'actualité pour notre très beau continent, le continent africain. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons aborder différents points, différents angles, hein. Comme je le disais, la phase de dépôt des candidatures, c'est une période qui a duré 1 mois. Alors, le premier commentaire que nous allons essayer de faire, eh bien, c'est de nous poser la question de savoir, est-ce que ce délai était raisonnable? Est-ce que pour une élection présidentielle, il est raisonnable d'avoir une phase de dépôt de candidature d'1 mois? Alors, pour ma part, naturellement, je pense que c'est un délai raisonnable, dans la mesure où l'élection présidentielle n'est pas un événement surprenant. C'est un événement qui est prévu par les textes, notamment par la Constitution, et c'est un événement dont la temporalité n'est pas un élément de surprise, tout simplement parce que cela est codifié et cela est clairement, expressément mentionné dans la Constitution. Alors, tout parti politique et tout individu qui a pour ambition de briguer, le poste de chef de l'État ou de président de la République, naturellement, sait à l'avance que à la fin du quinquennat ou à la fin d'un quinquennat se dérouleront les élections présidentielles. Et donc pour moi, avoir 1 mois pour le dépôt des candidatures, c'est tout à fait un délai qui semble justifié et qui semble raisonnable. Donc je pense que à ce niveau, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. La deuxième question ou la deuxième analyse que nous pouvons faire également de cette phase, de dépôt des candidatures, va concerner maintenant l'intérêt. L'intérêt que cette phase a suscité en termes de participation de la part des différents acteurs politiques. Et à ce niveau, attachez vos ceintures parce qu'on aura vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de perspectives. On aura beaucoup de points très intéressants à analyser tous ensemble. Alors, au niveau de l'intérêt que cette phase de dépôt des candidatures a suscité, j'avoue que j'ai personnellement été surpris. Alors, j'ai été surpris parce que au soir du 26 août 2025, à la clôture de cette phase, on a dénoté environ 60 dépôts de candidature. Je dis bien 60 dépôts de candidature. Alors, comment est-ce qu'on pourrait interpréter cela? Je pense que premièrement, ça pourrait être un point positif dans la simple mesure où cela pourrait tout simplement dire qu'il y a clairement une ouverture au niveau du jeu politique. Il y a clairement une ouverture au niveau de la participation des uns et des autres. Naturellement, je pense que avoir 60 dépôts de candidature pour une élection aussi importante et pour un poste aussi important, je pense que c'est quand même plutôt intéressant. Ça veut dire qu'il y a quand même des individus qui ont clairement le désir, vous voyez, de devenir président. Alors, on n'est pas là pour discuter des motivations, je pense qu'on le fera tout à l'heure, mais dans un premier temps, comme je le disais, la première analyse la première interprétation qu'on pourrait faire, ça veut dire ou ça pourrait dire tout simplement qu'il n'existe pas beaucoup de conditions exclusives, pardon, de conditions exclusionnistes, mais il existe plutôt des conditions qui sont relativement à la portée de tous et à la portée de toutes, ce qui explique le fait qu'on ait autant de candidats. Ça, c'est le premier point. La deuxième interprétation qu'on pourrait faire également pourrait se situer au niveau maintenant de la qualité des candidatures qui ont été manifestées. Alors, à ce niveau, je pense que je vais également faire une typologie. Sur les 60 candidatures qui ont été déposées auprès de la Commission électorale indépendante, donc on a abrégé la CEI, je pense qu'il est très important de distinguer en fait 3 catégories de candidatures dans le contexte ivoirien. Ok. La première catégorie que j'appelle les candidats de rang A. Alors, qui sont ces candidats de rang A? Pour ma part, les candidats de rang A, ce sont des candidats dont
le profil politique n'est plus à vraiment adresser, hein. Ce sont des personnalités qui ont marqué la vie politique dans le contexte ivoirien vraiment sous toutes ses formes et sous tous les angles possibles. Donc, je veux penser à des personnalités politiques comme M. Alassane Ouattara, qui est le président sortant. Je veux penser également à M. Laurent Gbagbo. Je veux penser à M. Tidiane Thiam. Je pense que, voilà, je pense que déjà, pour les 60 candidats, on a vraiment ces 3 candidats-là qui sortent du lot. Concernant les cas de M. Thiam et de M. Gbagbo, ils feront l'objet d'un épisode spécial parce que je pense qu'on est tous au parfum de l'épée de Damoclès en fait qui pèse sur leur tête et qui, d'une certaine façon, ne leur permet pas d'être candidats. Mais juste pour les besoins de l'analyse, étant donné qu'aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vraiment m'atteler à faire ou à interpréter en fait cette phase de dépôt des candidatures. Donc, je pense que juste pour les besoins de l'analyse, on va dire que, étant donné que leurs dossiers ont été déposés et ont été acceptés par la CEI, donc on se permet également de les mettre dans cette catégorie de candidats de rang A. Toujours un élément qui permet de reconnaître les candidats de rang A, c'est également leur capacité de mobilisation, c'est également leur aura politique. Vous savez, en plus de leur profil politique qui n'est plus adressé, ce sont des personnalités qui arrivent à concentrer une grande majorité en fait de l'électorat ivoirien. Ce sont des personnalités qui arrivent à concentrer en fait une grande majorité de l'électorat ivoirien, tout simplement pour la seule raison que des centaines de milliers d'Ivoiriens, voire même des millions d'Ivoiriens, s'identifient à leur vision politique. Donc, quand vous prenez le cas, par exemple, de M. Alassane Ouattara, vous avez son parti politique et son mouvement politique, le RHDP, qui concentre aujourd'hui une bonne partie vraiment de l'électorat, mais également de la population ivoirienne. Le même constat également est fait avec le cas du PDCI de M. Thiam, qui également concentre une bonne partie de l'électorat. S'ensuit le cas du PPACI. Alors, le cas du PPACI de M. Laurent Gbagbo, c'est un cas qui mérite également une autre analyse pour la simple raison que le PPACI, en fait, est un parti nouvellement créé. Mais la beauté de ce parti, c'est que malgré sa jeunesse, c'est un parti qui arrive encore à concentrer et à exprimer les attentes et les aspirations d'une certaine partie de l'électorat ivoirien, tout simplement parce que c'est un parti qui a été fondé par M. Laurent Gbagbo. Et je vous disais tout à l'heure que pour reconnaître en fait une candidature ou un profil de politicien de rang A, il faut s'attarder sur déjà l'expérience politique, donc en termes de nombre d'années d'exercice et de pratique de la politique, d'exercice également et de pratique du pouvoir. Mais il faut également regarder à la capacité de mobilisation, à l'aura politique, l'aura que ce personnage ou que cette personnalité politique dégage. Et donc, quand on se base sur ces 2 indicateurs, il est clair que les 3 noms que j'ai cités tantôt font clairement partie de cette catégorie A de politiciens en Côte d'Ivoire. Ce qui me conduit naturellement à la deuxième catégorie, qui est la catégorie B. Et donc, cette catégorie B, on est toujours dans la même, dans la même analyse, hein. On reste dans la même veine. Également, les politiciens de rang B, alors ce n'est pas un terme péjoratif, c'est vraiment un terme que j'utilise pour des besoins de classification et pour des besoins d'analyse, hein. Ça ne veut pas dire que ce sont des politiciens de seconde zone, non, au contraire, ce sont des politiciens chevronnés également, presque du même calibre que les candidats de rang A, mais la différence ici se situe au niveau de leur capacité de mobilisation. Donc ici, vous allez avoir par exemple des profils comme ceux de l'ex-première dame, Madame Simone Veil Gbagbo. Vous allez également avoir des profils comme Monsieur Pascal Affi-N'Guessan, des profils comme Monsieur Assalé Tiemoko, des profils comme Monsieur Vincent Toby, etc. Donc ici, en fait, la particularité de ces politiques-là, eh bien, c'est que ce sont des personnes qui, naturellement, ont également une expérience très importante dans l'exercice et dans la pratique de la politique. Mais en termes d'années, on n'est pas forcément sur une longévité politique aussi importante que les candidats de rang A. Et donc, quand on se base sur ces 2 indicateurs, il est clair que les 3 noms que j'ai cités tantôt font clairement partie de cette catégorie A de politiciens en Côte d'Ivoire. Ce qui me conduit naturellement à la deuxième catégorie, qui est la catégorie C. Et donc, cette catégorie B, on est toujours dans la même, dans la même veine. Également, les politiciens de rang B, alors ce n'est pas un terme péjoratif, c'est vraiment un terme que j'utilise pour des besoins de classification et pour des besoins d'analyse, hein. Ça ne veut pas dire que ce sont des politiciens de seconde zone, non, au contraire, ce sont des politiciens
les politiciens de la catégorie A. Le deuxième élément, et qui est vraiment l'élément le plus important, c'est aussi au niveau de la capacité de mobilisation. Donc, aussi bien de façon individuelle, donc c'est-à-dire que quand on prend ces politiciens-là individuellement, est-ce qu'ils ont la capacité ou est-ce qu'ils ont une grande capacité à mobiliser l'électorat ivoirien? Alors, la question, c'est peut-être. La réponse est peut-être, pardon. Ou même si la réponse pourrait être oui, mais la différence, c'est que l'échelle de mobilisation ne sera pas la même que les candidats de catégorie A. Donc, c'est vraiment la nuance à faire. Enfin, on va tomber sur la catégorie C, toujours dans le profilage vraiment des 60 candidatures recueillies par la CEI à la date du 26 août 2025. Eh bien, les candidats de rang C, ce sont tout simplement les nouveaux venus. Alors, ce sont les nouveaux venus, ce sont également ces personnes-là qui estiment être en mesure également de pouvoir participer aux jeux politiques, de pouvoir également faire entendre leur voix, de pouvoir faire également entendre leurs propositions politiques, étant donné que normalement, hein, dans les textes, une élection présidentielle est censée être une échéance ouverte. Ouverte dans le sens où c'est une échéance qui est normalement ouverte à tous les citoyens qui jouissent de leurs droits civiques. Donc, pour la catégorie C, on a vraiment des candidats qui sont pour la plupart des indépendants ou qui sont pour la plupart des personnes qui n'ont pas vraiment un profil politique, donc ils ne sont pas vraiment connus sur l'échiquier politique. Et je veux penser à des candidats comme le pasteur Wilfried Zawi. Il y a également le jeune candidat JFK et bien d'autres candidats qui sont également dans leur posture. Mais la particularité ici, comme je le disais, toujours, c'est que, eh bien, ce sont des personnes qui se sentent capables de pouvoir proposer une alternative, capables de pouvoir proposer quelque chose de très intéressant. Alors, donc, je pense que la conclusion de ce deuxième aspect, eh bien, c'est que premièrement, comme je le disais, cette phase de candidature nous permet déjà de conclure à une certaine ouverture dans le jeu politique et de conclure également à une certaine expression de la démocratie dans son sens le plus large, hein. La démocratie, c'est vraiment le pouvoir du peuple par le peuple. Donc déjà, avoir vraiment une typologie de candidature aussi variée, donc partant des candidats de rang A jusqu'aux candidats de rang C, donc avoir ce mélange-là de politiciens chevronnés et avoir ce mélange de politiciens amateurs, eh bien, c'est très intéressant pour la dynamique démocratique. Le deuxième élément à retenir, c'est bien celui que je disais tantôt, c'est également vraiment ce mélange, ce melting pot de profils au niveau des candidatures. Alors, le troisième point qu'il faudrait retenir aussi de cette phase, eh bien, c'est c'est une critique que j'ai beaucoup entendue, que j'ai souvent entendue au cours de la phase de dépôt des candidatures. On a entendu beaucoup d'analystes politiques, on a entendu beaucoup d'intellectuels parler de candidatures fantaisistes. Alors, ma question ici est de savoir qu'appelle-t-on candidature fantaisiste? Est-ce que la fantaisie réside dans l'absence de moyens financiers? Est-ce que la fantaisie réside dans la situation professionnelle, donc dans le statut professionnel, etc. Alors, pour la petite histoire, je, je pense qu'il est bien de rappeler un peu les faits, hein. Déjà, c'est très bien d'avoir 60 dépôts de candidature, même si naturellement, après le verdict du Conseil constitutionnel, on se retrouvera à un nombre moins conséquent. Mais il faut retenir juste que, comme je le disais, c'est quelque chose qui est bien pour la démocratie. C'est quelque chose qui est bien pour le jeu démocratique. Et vous allez voir que même dans les grandes démocraties, par exemple comme la démocratie américaine, la démocratie en France, euh, lors des élections présidentielles, donc lors des échéances précédentes, les, les manifestations en fait d'intérêt, donc les dépôts de candidature n'ont pas seulement été exprimés par des candidats de rang A. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que vous allez voir que dans les pays comme les États-Unis, par exemple en 2024, en plus du ticket des démocrates qui était porté par
Kamala Harris et Tim Walz, et également le ticket des républicains qui était porté par Donald Trump et J.D. Vance, il y avait également des tiers partis et des candidats indépendants. Et pour rappel, vous voyez, on avait parmi les candidats indépendants et les tiers partis, déjà au niveau des candidats indépendants, on avait M. Robert Francis Kennedy Jr., qui est le petit-fils de l'ancien président John Fitzgerald Kennedy, et qui lui a manifesté, donc a déposé sa candidature en 2023, même si après en 2024, il a décidé de la suspendre et d'appeler à voter pour Donald Trump. Mais il n'en demeure pas moins que, même au niveau américain, le droit de déposer une candidature n'était pas strictement réservé en fait à des grands partis politiques. Les indépendants qui remplissaient les conditions et les critères tels que stipulés par la Constitution avaient également la possibilité de déposer leur candidature. Après monsieur Kennedy, il y avait également Cornel West, voyez, qui lui également a déposé sa candidature, mais en 2024, il a été disqualifié tout simplement parce qu'il a fourni un formulaire notarié incorrectement complet. Et enfin, il y avait le Parti libertarien, c'est un parti qu'on n'entend pas beaucoup aux États-Unis, qui a été créé par une élite de jeunes politiciens et qui était représenté en 2024 par le candidat Chase Oliver. Et on voit clairement que, comme je le disais, même aux États-Unis, le dépôt des candidatures n'était pas strictement réservé aux démocrates et aux républicains. Il y a un exemple qu'on aime beaucoup, que j'aime beaucoup également, c'est le cas de la France, hein, parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui est principalement dominé par des tendances françaises, qui est vraiment dominé, qui est vraiment, on va dire, quelque peu calqué même sur le droit français en beaucoup de points. Et donc, vous verrez également que même dans le cas des élections en France, en 2022, on avait également une soixantaine de candidatures. Et je pense qu'on se souvient tous de la candidature du célèbre monsieur Philippe Poutou, qui avait été candidat en 2012 et en 2017. Et donc, je prends la peine en fait de parler de ces aspects-là, tout simplement pour attirer l'attention des uns et des autres. Quand on parle de candidature fantaisiste, il ne faut pas employer les mots juste pour les employer. Alors, candidature fantaisiste, il faudrait pouvoir déjà mesurer ce qu'on appelle, pas ce qu'on appelle, mais il faudrait être capable de pouvoir mesurer le degré de fantaisie. Donc, je le disais encore une fois, est-ce que la fantaisie se situe au niveau de la capacité financière du candidat? Est-ce que la fantaisie se situe au niveau de son profil social, son profil économique, son profil professionnel? Et alors, si c'est ça, je veux tout simplement dire que dans certaines démocraties, on a eu également des personnes considérées comme des citoyens lambda. Et donc, je prends le cas, par exemple, de M. Philippe Poutou, qui, lui, était un ancien syndicaliste et qui travaillait à l'usine Ford de Bordeaux. Et donc, il a été candidat à 2 élections présidentielles, donc en 2012 et en 2017. Et tenez-vous bien, M. Philippe Poutou a recueilli plus de 1% des voix à chacune de ces élections présidentielles. Donc, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui était un ancien syndicaliste, qui était conseiller municipal de Bordeaux et qui a été porté par son parti politique, donc le nouveau parti anticapitaliste, le NPC, et qui par 2 fois, en 2012 et en 2017, a été capable de recueillir 1% des voix de l'électorat français. Alors, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Certaines personnes pourraient tourner sa candidature en dérision, parler de candidature fantaisiste, mais je vous assure que ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas quelque chose d'insignifiant que d'être en mesure de récolter 1% des voix de l'électorat au niveau national. Dans le cas ivoirien, on a une liste électorale qui est estimée à 8 millions. En France, c'est largement au-delà de ça. Donc, imaginez déjà recueillir 1% de 8 millions de personnes qui votent pour vous, c'est vraiment énorme, c'est beaucoup. Arriver à avoir des hommes, des femmes qui croient en votre vision et qui sont vraiment inspirés par votre projet politique, alors ce n'est pas des choses anodines. Donc, pour revenir vraiment au contexte ivoirien, moi je pense personnellement que
Il y a eu 60 dépôts de candidatures. Ce sont des manifestations d'intérêt. Naturellement, ces candidatures seront filtrées, mais je pense que il faudrait vraiment essayer d'analyser ces dépôts de candidature vraiment avec des points objectifs. Parler de candidature fantaisiste, pour moi, ce sont des choses qui n'ont pas de fondement rationnel, dans la mesure où, voilà, dans d'autres démocraties, comme je le disais tout à l'heure, et comme je l'ai même présenté aux États-Unis, en France, on a toujours eu, en fait, lors des élections présidentielles, des candidats de rang A, des candidats de rang B et naturellement des candidats de rang C. Et même en Ukraine, je pense que l'histoire est là, hein, et nous permet également de justifier. Le président Zelensky, qui était un ancien comédien sans expérience en politique, sans aura, on va dire sans aura politique. Monsieur Zelensky n'était pas un politique de rang A, mais on va dire dans l'analyse que je viens de faire, Monsieur Zelensky était un politique de rang C. Donc vous voyez que les candidatures ne devraient pas être qualifiées de fantaisie. Ce qui compte, c'est vraiment, premièrement, à mon avis, de s'assurer qu'on jouit de ses droits civiques, naturellement. Premier élément. Deuxième élément, ce qui compte en plus des droits civiques, c'est vraiment la proposition politique. Qu'est-ce qu'on propose concrètement à son électorat? Qu'est-ce qu'on propose concrètement à ses concitoyens? Et après, naturellement, le troisième facteur, qui est naturellement le facteur financier, parce qu'il ne faut pas le négliger, une élection, ça demande des moyens financiers colossaux. Mais normalement, si on suit la hiérarchie des priorités, c'est vraiment une condition qui vient après vraiment les conditions d'exercice et de jouissance pleine des droits civiques. Également, l'existence en fait d'une proposition politique réelle, une proposition politique concrète, une proposition politique forte. Et donc, concernant ce point, il faut dire clairement que c'est un point qui a manqué cruellement et qui manque cruellement vraiment en 2025 pour cette échéance électorale à venir. En 2025, en Côte d'Ivoire, on est encore réduit au débat autour des personnalités, au débat autour des partis politiques. Mais dans le fond, on n'a pas encore été servi au niveau au niveau vraiment de la proposition politique. Ces 60 candidats qui ont manifesté ou qui ont déposé leur candidature, naturellement, ils les ont déposés parce qu'ils estiment remplir certains critères. Mais je pense pour ma part que ça aurait été également très pertinent et très intéressant de voir de façon simultanée cette phase de dépôt des candidatures et également de pouvoir entendre ces 60 candidats nous présenter une ébauche de leur projet politique, une ébauche de leur offre politique. Mais bon, je pense qu'on ne peut pas tout avoir, ça c'est une certitude. Et on se contente déjà de ce qui nous a été servi, mais en conclusion, ce que je retiens, c'est que cette phase de dépôt des candidatures s'est déroulée plutôt de façon saine et on a pu observer également cette variété au niveau des candidatures. Reste à savoir qu'en sera-t-il des propositions politiques, des offres politiques, des projets politiques qui sont mis sur la table. Est-ce qu'on aura droit également à une variété ou est-ce qu'on aura droit à une offre monochrome, c'est-à-dire des projets qui sont ou qui seront similaires sans réelle innovation en fait. Bon, écoutez, après, le temps nous le dira, mais déjà, je pense que dans un premier temps, ce qu'on a vu là, du 26 juillet jusqu'au 26 août, c'est à encourager et on espère vraiment on sera servi maintenant au niveau du fond, au niveau intellectuel. Alors, faites-moi savoir ce que vous en pensez, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire et qui suivent cette actualité pré-électorale avec beaucoup d'intérêt.
N'hésitez pas à me faire savoir ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Et puis, encore une fois, merci d'écouter votre podcast préféré, Smart Intellectual Knowledgeable African Talks, la seule plateforme où les idées préconçues rencontrent des perspectives puissantes. Merci et à bientôt.